cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio et comme pour le reste du corps, vous imaginez bien que les mots de nos organes génitaux nous disent quelque chose d'essentiel à comprendre. Notre énergie sexuelle, c'est une énergie particulièrement importante, j'oserais même dire essentielle. Et quand cette énergie est mise à mal, qu'est-ce qui souffre ? Eh bien, c'est nos organes génitaux aujourd'hui que va décoder Michel Odoul. Et puis vous le savez, il décode mieux que quiconque le langage du corps. Alors bien souvent, quand il y a un dysfonctionnement sexuel ou des douleurs durant les rapports ou encore des pannes d'érection par exemple, eh bien c'est qu'il y a un conflit intérieur entre nos vrais désirs et puis ce que nous vivons dans notre relation affective ou sexuelle. À moins peut-être que ce soit des questions d'ordre éducatif ou religieux. On sait à quel point la sexualité peut être porteuse de peur, de culpabilité, de frustration et parfois même de honte. Alors je vous propose aujourd'hui particulièrement qu'on décode les problèmes de prostate, les douleurs à la pénétration, les cystites, les IST et pourquoi pas également évoquer le sida qui a sans nul doute une symbolique à comprendre. En tout cas, quels que soient vos mots, eh bien je vous invite à venir nous rejoindre en composant le 0826 300 300. Bonjour Michel Odoul. Bonjour Brigitte. C'est marrant parce que ça fait très longtemps que vous venez et je crois qu'on n'a jamais abordé le sujet comme ça. C'est parce que je suis timide. Vous êtes timide ? Oh, Voilà, ça, j'ai du mal à le croire. En tout cas, je rappelle que vous êtes fondateur de l'Institut français de Shiatsu. Vous êtes formateur, évidemment, de nombreuses personnes qui maintenant, sur le territoire français, exercent le Shiatsu. Et si vous avez envie d'ailleurs de rencontrer quelqu'un de bien, vous allez sur le site de Michel Odoul. Vous êtes également l'auteur de ce livre, ce best-seller, Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, qui est ressorti récemment avec un petit peu plus au goût du jour. Oui, c'est-à-dire il y a une quarantaine de pages qui ont été rajoutées, qui abordent des pathologies et le sens qu'on peut associer à des pathologies dites d'époque de société ou de mode de vie tels que la désespérance, la fibromyalgie, etc., qui sont autant de les apnées du sommeil, les capsulites rétractiles, enfin un certain nombre de manifestations corporelles qui sont vraiment la signature des modes de vie qui sont les nôtres aujourd'hui. Absolument. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont pas bien. Alors, les organes génitaux, forcément, ils subissent aussi des problèmes qui sont parfois des problèmes très graves. J'ai pensé en préparant l'émission justement que on n'a jamais abordé non plus avec vous la symbolique du sida. Qu'est-ce que vous avez envie d'en dire C'est-à-dire c'est quelque chose qui est c'est une symbolique qui est compliquée à évoquer parce que elle est si on essaye de donner du sens immédiatement connotée avec les dérives qui avaient pu apparaître au début de l'épidémie, moralisatrice et culturalo, judéo-christiano et etc., dans lesquels il y avait des anathèmes et des jugements qui étaient des choses terribles. Nous sommes là confrontés à ce qui est dans la lignée des maladies sexuellement transmissibles et qui est une maladie qui était donc liée à des comportements sexuels et à des sexualités dans lesquels il y avait peut-être nécessité à prendre des précautions. C'est-à-dire qu'il y a peut-être derrière le sida, étant donné que c'est une atteinte à la structure immunitaire, à revenir à ce qu'est la conscience de soi, à revenir à la capacité à comprendre que le fait d'être libre et d'être libéré ne signifie pas qu'on puisse faire tout, n'importe quoi et n'importe comment. C'est-à-dire il y a un appel à la protection de soi. D'ailleurs, depuis que, on va dire, on est rentré dans une sexualité un petit peu plus intelligente, c'est-à-dire moins hystérique et systématique, qu'on se protège, qu'on fait ce qui convient, qu'on prend les précautions dans les multiples rencontres qu'on peut avoir, le nombre de cas a beaucoup diminué. Et que c'est surtout quelque chose qui est comme toutes les maladies contagieuses, d'ailleurs pas uniquement les maladies sexuellement transmissibles. Ce qui est contagion signifie un rapport au monde extérieur qui va être protégé de façon juste et équilibrée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on rentre dans l'excès inverse, qui est le rejet de tout ce qui vient de l'extérieur, mais juste simplement comprendre que, lorsque l'on ouvre certaines portes, il peut y avoir des intrus qui arrivent.
Bien sûr, et ce qu'on oublie souvent, c'est que la sexualité, c'est quand même une vraie porte qui s'ouvre, puisque c'est quand même quelqu'un qui rentre une des portes de l'intime. Vraiment dans notre corps, et donc forcément, il y a que ça, qu'il y ait beaucoup de maladies qui puissent se transmettre sexuellement, ça n'a rien de surprenant. Ça n'a rien de surprenant, et au contraire même, puisque comme ça touche à l'intime, ça peut justement aller fracturer les zones dans lesquelles il y a un pan de nous-mêmes que nous ignorions qui a été caché et qui, à ce moment-là, émerge de façon assez brutale. Donc il y a une et cette connotation, elle est valable aussi pour toutes les maladies sexuellement transmissibles qui pouvaient exister, comme que ce soit la syphilis ou autre, qui existaient à certaines époques, c'est-à-dire avec un espèce de caractère en plus très, très obscur et très sombre d'autopunition de soi-même, de mécontentement de soi, puisque à travers ça, on exprime que finalement, on est devenu quelqu'un de peu fréquentable. Et on sait à quel point, je crois que vous êtes d'accord avec ce que je disais dans l'introduction, la sexualité, il y a des peurs, il y a de la culpabilité, il y a la frustration aussi. On sait que par exemple, quelqu'un qui est frustré dans sa sexualité, dans son couple, peut déclencher des problèmes au niveau des organes génitaux, par exemple. Entre autres, ça peut être sur ce plan-là, ou des désordres comportementaux qui vont amener justement à des attitudes et à des comportements à risque. Donc c'est pour ça qu'il faut peut-être aujourd'hui essayer de mieux comprendre que c'est pas par hasard que par exemple on va avoir une panne d'érection, qu'on va avoir des douleurs à la pénétration. Enfin tout ça, ça signifie des choses. Ce sont des signaux très précis de la manière avec laquelle nous sommes dans une relation à l'intime et à nos profondeurs à nous, qui est sans doute pas la bonne. Voilà, parce que normalement, ça fonctionne normalement. Je veux dire, un pénis, une vulve, un vagin, normalement, ça va. C'est fait pour fonctionner correctement. Donc, si ça fonctionne pas correctement, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Oui, parce que ce sont toutes des ondes corporelles qui dépendent d'un système nerveux particulier qui s'appelle le système neurovégétatif et qui, lui, est en lien avec nos structures non conscientes et profondes. Et est-ce que vous êtes d'accord aussi, quand je dis que l'énergie sexuelle, c'est une des énergies les plus essentielles ? Elle est fondamentale. C'est l'énergie racinielle, c'est la pulsion de vie. C'est la pulsion d'existence même, que ce soit d'ailleurs dans les philosophies occidentales. Et M. Freud avait été un des premiers à nommer l'importance de cette énergie sexuelle. Mais aussi dans les cultures orientales où le travail, on connaît ça à travers certaines formes de yoga particuliers, etc. Le travail de cette énergie et l'énergie de la pulsion de vie, c'est l'énergie qui est celle du potentiel de la rencontre entre le yin, le yang, le masculin et le féminin. Et c'est donc une pulsion. Et donc, en tant que tel, c'est une poussée vers la vie et le vivant. Moi, j'ai été assez surprise à une époque où j'ai un peu étudié les chakras, tout ça, et j'étais assez surprise de souvent rencontrer des gens qui me parlaient même pas du premier chakra, quoi, qui est quand même celui qui... Chakra racine. Qui quand même parle de la sexualité. Comme son nom l'indique. Comme si, parce qu'on est dans la spiritualité, on zappe la sexualité. Ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup étonnée. Et puis après, j'ai réussi à faire le lien et à comprendre que c'est justement parce que ça fait tellement peur qu'on zappe ce chakra-là et puis après on est très 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 haut perché. Il y a souvent une confusion avec l'idée de se dire que si on se déconnecte de cette zone-là, etc., ça veut dire qu'on est spirituellement élevé. Alors qu'en fait, une spiritualité qui n'est appuyée sur aucune racine ne tient pas debout. Et toutes les plus grandes cathédrales gothiques qui ont été des élévations vers le ciel, etc., s'appuient toutes sur des racines et des structures et des fondations qui appartiennent aux cathédrales romanes. On a besoin de cette assise fondamentale. On dit en énergétique d'ailleurs que cet axe qui est l'axe des reins, le rein et du cœur, qui est l'axe Shaolin, c'est l'axe de la verticalité. Or, tout ce qui touche au niveau des reins, ça a à voir avec la sexualité, ça a à voir avec la spermatogénèse, ça a à voir avec la sécrétion des ovaires, ça a à voir avec la fertilité du terrain, et que c'est à partir de ce plan-là que l'énergie vitale remonte le long du corps et va permettre à la vie d'exister et de s'exprimer. Donc,
Il y a même des techniques sacrées qui travaillent sur ce qu'on appelle la Kundalini. Et quand on regarde dans nos mythologies Hermès ou le caducée avec les deux serpents qui s'enlacent, eh bien, il faut savoir que ce symbole-là est un symbole qui, sur le plan ésotérique, est profond, et justement la représentation même de l'émergence de la vie à travers les deux potentiels de la sexualité, qui sont le spermatozoïde et l'ovule. Bien sûr. Et alors, encore une fois, il faut bien comprendre, hein, quand on parle de l'énergie sexuelle, ça ne veut pas dire qu'il est nécessaire, indispensable de faire l'amour beaucoup et encore beaucoup. Hein. C'est juste qu'il faut être bien dans sa sexualité, l'avoir compris, avoir compris quelles étaient nos pulsions, parce que bon, on n'est pas égaux non plus face à ces pulsions. Il y a des gens qui ont beaucoup de pulsions sexuelles, d'autres beaucoup moins, qu'importe. Mais en tout cas, être clair avec sa sexualité et ne pas la renier ou l'éviter sous prétexte qu'on en a peur. Hein. Et ça a besoin d'être clarifié, parce qu'il y a derrière la sexualité à nouveau un axe qui est un axe fondamental, qui est l'axe vie-mort. C'est-à-dire que d'ailleurs l'orgasme est même considéré comme étant... La petite mort, oui, bien sûr. Et que la pulsion de vie, elle ne peut exister, elle ne trouve de place, elle n'est féconde, elle ne produit quelque chose que si de la mort est acceptée en nous. Et qu'il y a donc véritablement à clarifier ça. C'est-à-dire que si on est dans une capacité à rentrer dans l'instant du rapport à l'autre ou du rapport à soi, en étant clair sur cette question-là, à partir de ce moment-là, les choses se passent bien. Si on a la moindre peur, eh bien là, on va avoir soit effectivement la panne, soit on va avoir l'éjaculation précoce, soit on va avoir des douleurs au niveau vaginal, etc. Mais c'est là où on revient toujours à ce que je dis, moi, la sexualité, elle ne peut être épanouissante que dans le lâcher-prise, et dès qu'on contrôle, c'est qu'on a peur, hein. De toute façon, c'est bien connu. Lâcher prise, partage, accueil, acceptation de s'abandonner, parce que ça, c'est la condition sine qua non pour que l'autre fasse de même. Exactement. Bref, toujours est-il que vous avez sans doute des endroits, alors c'est peut-être les testicules, c'est peut-être la prostate, c'est peut-être l'ovaire, c'est peut-être l'utérus, le vagin, bref. Donc venez, et puis comme ça vous allez parler de vos organes génitaux, et puis on décodera de ce que ça peut peut-être signifier pour vous. Dans un instant, c'est Natacha qui sera avec nous, et vous, si vous avez envie de nous rejoindre, 0826 300 300, à tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Michel Odoul, nous évoquons nos organes génitaux qui vont parler aujourd'hui pendant 2 heures, grâce notamment à Natacha. Bonjour Natacha. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Odoul. Je suis une fois de plus ravie de passer à l'antenne avec Michel Odoul, qui est pour moi quelqu'un que je suis depuis une vingtaine d'années, comme vous Brigitte en fait. C'est bien, ça ne nous rajeunit pas, mais c'est bien. On en plus. Bah ça, on a 21 ans. Bah oui, c'est ça. On a bien avancé. On avance toujours tous ensemble, et notamment grâce à tous ceux qui prennent la parole sur Sud Radio. Merci de nous la donner. Merci Natacha. Donc je crois que vous avez une sensibilité aux infections urinaires, hein, aux cystites donc. Exactement. Alors, pas vraiment des cystites. Chaque fois, on trouve le germe, bien évidemment, puisque je fais des contrôles, et que c'est des germes qui sont dans les intestins, mais je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être Monsieur Odoul va me dire, dans les urines que ça se retrouve. Escherichia coli, là c'est Enterococcus fecalis. C'est sur du stress. Essentiellement sur du stress chez moi, que ça se pas forcément avec la relation accentuée par une relation sexuelle, mais comme je disais tout à l'heure à votre collaborateur, c'est vrai que en début de nouvelles relations, effectivement ça va m'arriver plus souvent, et je lui disais que c'est parfois un peu un baromètre pour me dire aïe, cette personne ça va pas le faire. Donc c'est quand même très très embêtant, parce que je suis très souvent sous antibiotiques, et je dois préciser que j'ai un système immunitaire qui est quand même assez défaillant. Oui, alors il y a maladie auto-immune. Il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Sur la question du système immunitaire défaillant, il y a énormément de préparations naturelles qui peuvent vous permettre de renforcer le système immunitaire, comme il peut y avoir le fait de consulter un praticien qui va vous renforcer l'immunité. Ça, c'est quelque chose qui peut être facilement réglé. Sur ce qui est la question des infections urinaires, parce que c'est là où ça devient intéressant en ce qui vous concerne,
c'est que lorsque le système immunitaire est défaillant, c'est pas sur les poumons que ça va, c'est pas sur l'oreille que ça va, c'est pas sur etc. Ça va sur cette zone corporelle-là. Et donc là, il devient intéressant de voir que le système immunitaire qui est présent dans tout le corps et qui est censé défendre tout le corps, c'est dans cette zone-là où il ouvre certaines portes. La deuxième des choses, c'est de savoir à quoi sert le système urinaire, à quoi sert la vessie, etc. La vessie, c'est ce qui nous permet d'éliminer la filtration des liquides organiques par les reins, qui s'appellent les urines, c'est-à-dire d'éliminer en nous tout ce qui est les toxines et les toxiques qui sont à l'intérieur de nous, et qui sont des toxines et des toxiques qui sont issus de la métabolisation d'un certain nombre de choses qu'on a consommées, dont on s'est nourri, qui nous ont été utiles et qui nous ont servi, mais qui, du fait de cette utilisation et de cette consommation, sont devenus obsolètes, c'est-à-dire ne sont plus en capacité de nous servir, donc deviennent toxiques, et qu'on élimine à travers ça. Et en cela, donc, la vessie est porteuse d'une symbolique majeure de capacité à éliminer les vieux schémas, les anciens modes de référence, les vieilles croyances profondes. Quand on en est au stade des états infectieux, eh bien, au niveau de la vessie... Pardon ? Non, excusez-moi, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Pardon. Quand on est au stade des infections sur la vessie, eh bien, ça signe que sans doute, il y a des vieux schémas de référence à des choses anciennes. On est dans le rapport donc aux références profondes dont on a besoin de se séparer, et en particulier, parce que la vessie au niveau énergétique est de nature yang, d'éléments qui ont à voir avec l'image du père et l'image du masculin. On trouve très fréquemment derrière les inflammations urinaires, les cystites à répétition, etc., une image surprésente, trop puissante, une image un peu du commandeur qui est associé au masculin. Et qui fait qu'effectivement, lorsqu'on est confronté à rencontrer un nouveau masculin et qu'on n'a pas encore évacué les anciens schémas du précédent, il peut y avoir quelque chose qui se mette en place, une infection qui vienne freiner la nouvelle relation, parce qu'on pense que ça n'est pas juste, pas judicieux, que ça n'est pas le moment, qu'on n'a pas le droit, qu'on peut pas, etc., etc. C'est-à-dire, c'est une manière cachée avec laquelle, et on verra qu'on retrouvera souvent ça, on met en place un interdit. Ça vous parle, Natacha ? Oui, je disais peut-être une sorte de bouclier, un peu. Oui, c'est ça. Mais déjà, simplement comme ça, j'aurais simplement juste envie de vous demander de définir en 2-3 mots votre père. Très autoritaire, ultra autoritaire. Ben voilà. Et Michel, est-ce que vous pensez que ça peut avoir, en ce moment, je traverse une période très compliquée avec mon employeur. Le dossier est essentiellement géré par un ou deux hommes. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un lien avec ça ? Ça m'affaiblit, ça me... C'est pas pourré. C'est-à-dire qu'après, dans la vie, les hiérarchiques et la hiérarchie et l'autorité qu'on rencontre ne sont que des rémanences de l'image du père au plus profond de soi. Et si le père a été coercitif, castrateur, ou simplement même impressionnant en termes d'image, il est bien évident que cette empreinte, elle reste. Et que tant que cette empreinte n'a pas été réglée, bien évidemment, tout masculin nouveau qui va arriver, il va être soit directement dans la même ligne que le père et poser les mêmes problèmes, c'est sans doute ce que vous rencontrez avec ces hiérarchiques, soit être au contraire l'extrême inverse et à ce moment-là produire le même effet. Non, mais ce qu'il faut bien comprendre, Natacha, c'est que comme vous êtes encore marqué par une autorité paternelle forte, dès qu'un homme est un petit peu dans cette autorité, vous avez ça rejaillit, vous avez à nouveau cette sorte de crainte totalement plus ou moins inconsciente, d'ailleurs. Donc un besoin de se protéger, donc une fragilisation de l'immunité, et à ce moment-là, l'infection arrive. Et du coup, si je peux prévenir tout ça, je dois quoi, booster avec des probiotiques, des choses comme ça. Oui, il y a les probiotiques, etc. C'est-à-dire que, par exemple, parce qu'il y avait des pistes associées à la sphère intestinale, donc associées à votre alimentation du charbon actif, par exemple, va faciliter le travail d'élimination des toxines et de rééquilibrage du microbiote. Vous pouvez enrichir ce microbiote aussi, bien évidemment. Vous pouvez également renforcer sur le plan immunitaire à partir de propolis ou de choses comme ça. Vous pouvez ensuite aller consulter un praticien en psycho-énergétique qui sera quelqu'un qui sera capable de vous amener à faire un travail sur les mémoires du père. Il va falloir nommer.
ces mémoires du père. Il va falloir éclairer la façon avec laquelle... Et pourquoi pas, vous écrivez à votre père une lettre que vous brûlez, et puis je crois qu'il faut surtout aussi, Natacha, apprendre à poser vos limites, votre territoire, hein, parce que on peut aussi penser au territoire quand on pense à tout ce qui est d'ordre urinaire. Et peut-être que vous n'avez pas encore suffisamment confiance en vous et votre capacité à parce que c'est toujours pareil, vous avez en face de vous des patrons ou des employeurs qui sont un petit peu autoritaires. S'ils sentent votre fragilité, votre faiblesse, ils en profitent plus que s'ils ont en face quelqu'un qui résiste. Hein. Là, non, je crois qu'ils sentent qu'il y a quelqu'un qui résiste, mais je crois que la résistance qu'ils m'imposent me mine petit à petit. Mais non, ils sentent qu'il y a du répondant. D'ailleurs, là, justement, j'avais une question. Oui, mais c'est pas résister, c'est pas du répondant, c'est juste être suffisamment solide pour ne pas être atteint par quelqu'un qui serait plus autoritaire qu'il ne faudrait. Allez, on fait une petite pause et puis nous retrouvons notre Sexy News, Julia Palombe, dans un instant. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Michel Odoul, nous accueillons Julia Palombe. Bonjour Julia. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Alors, vous nous proposez un contre-feu ? Oui, vous savez que j'aime les contre-courants, les contre-jours. Les contrepoints aussi, sans qui la musique de Bach serait rien. Mais aujourd'hui, c'est la voix d'une femme que je vais faire entendre. Une vie incendiée, c'est le titre d'un livre à sensations fortes paru ces jours-ci. La voix d'une femme, c'est l'histoire de la chanteuse et actrice Emmanuelle Seigner. Dès les premières pages, le contexte est là, brûlant, le ton est donné, j'ouvre les guillemets, à une époque où la vérité est souvent sacrifiée, où l'on préfère ce qui est vraisemblable à ce qui est vrai, j'ai voulu allumer un contre-feu. Rappelons donc ici les faits. Nous sommes en 1977. Celui qui deviendra plus tard le mari d'Emmanuelle, Roman Polanski, plaide coupable d'avoir eu une relation sexuelle avec Samantha Gimmer, 13 ans au moment des faits. Acte moralement inacceptable, pénalement condamnable. Sur ce point, même dans les années érotiques, tout le monde est d'accord. L'homme purge sa peine en prison et l'histoire aurait dû s'arrêter là. Seulement voilà, l'homme s'appelle Roman Polanski. C'est un réalisateur célèbre, ce qui incite un juge mal intentionné, un certain Lawrence G. Rittenband, à faire du zèle, menaçant de remettre en prison Roman Polanski pour le restant de ses jours, menaçant du même coup, on ne le sait pas assez, Samantha Gimmer d'un procès à grand spectacle dont elle ne veut pas. Les avocats des deux parties, appuyés par le procureur, dénoncent immédiatement le manque de déontologie du juge. Les preuves de la corruption de M. Rittenband ont été fournies depuis. En attendant, le jour même, Roman s'engouffre dans un avion pour l'Europe, idem du côté de Samantha, qui quitte la Californie sur le champ. 30 ans plus tard, Emmanuelle Seigner a rencontré Roman, ils sont mariés, vivent une vie heureuse, ont 2 enfants et mènent 2 carrières distinctes à succès. Samantha, elle, a publiquement pardonné à Roman, elle a même demandé plusieurs fois l'arrêt des poursuites contre lui. Quand soudain, le 9 septembre 2009, Roman Polanski, invité en Suisse à recevoir un prix d'honneur pour l'ensemble de son œuvre, est interpellé à la sortie de l'avion et incarcéré. Le cauchemar d'Emmanuelle durera 9 mois, incendiant au passage sa vie et celle de leurs 2 enfants, replongeant du même coup contre son gré Samantha Gimmer dans la prison médiatique. Et voilà, c'est ainsi que le livre commence. Alors, la plume à vif de l'auteur nous embarque dans un tourbillon kafkaïen à ascenseur émotionnel. Comment faire entendre la vérité face à un système judiciaire défaillant? Comment faire entendre la vérité dans un monde aveuglé par la fumée de nos écrans, d'où naissent chaque matin de nouvelles cabales à travers les réseaux sociaux? Comment faire entendre la vérité au temps de MeToo face aux activistes affamés de sang d'hommes blancs et puissants? Comment réfréner les accès de folie que la célébrité provoque? Parce que, évidemment, la célébrité, certains en abusent et en même temps, ça convoque aussi l'avidité, la jalousie et le désir. Est-ce audible? Nous sommes dans un état de droit où les accusations ne valent rien tant qu'elles n'ont pas été prouvées, et fort heureusement. Mais alors pourquoi Adèle Haenel se lève-t-elle outrée le soir de la cérémonie des Césars en 2020 si ce n'est par posture idéologique? Samantha Gimmer déclara dans la foulée
Quand on véhicule sciemment des contre-vérités pour faire avancer des causes, c'est un outrage caractérisé. Cela démontre toute l'hypocrisie de ces activistes. Ce n'est pas ainsi que nous ferons avancer la cause des femmes. Alors, Une vie incendiée, c'est un livre, je crois, important, car l'auteur Emmanuel Seigné a le courage de reprendre méticuleusement les faits, braquant ainsi les projecteurs sur les dérives à la fois judiciaires et sociétales que nous traversons, et par effet miroir surtout sur notre capacité de résilience, face à laquelle, je crois, nous nous retrouvons chacun un jour ou l'autre. Un thriller histoire vraie dont les pièces sont une à une disséquées, nous incitant à réfléchir sur nos valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, car à force de faire entrer la fiction dans la réalité, c'est notre humanité qui menace peu à peu de partir en fumée. Être accusé ne voudra jamais dire être coupable, et être victime ne voudra jamais dire avoir son agression collée à la peau pour l'éternité. C'est cet écho qui résonne en profondeur dans le livre d'Emmanuel Seigné, Une vie incendiée, et qui, je crois, marque un tournant majeur. Je chéris, vous le savez, les droits des femmes, et en ce sens, je me considère absolument féministe, mais je ne veux pas laisser à nos enfants une féminité sous tutelle. Nos grands-mères se sont battues pour obtenir la liberté dont nous jouissons aujourd'hui. Il n'est pas possible pour moi de céder si facilement cette liberté sous la pression d'une poignée bruyante qui voit en la femme un être irresponsable, victime à vie. Il est urgent de remettre le respect, l'honneur et la responsabilité au centre de nos vies. Allez, construisons un monde d'hommes et de femmes courageux, faisant en sorte que la puissance redevienne une valeur noble, loin des clichés de domination mal placés, ça c'est vrai, et nous aurons gagné. The show must go on, disait Freddie Mercury, bien sûr. Tout reste possible, allez, un peu de tendresse. Et promis, la semaine prochaine, je vous concocte une chronique spéciale pleine conscience, car le sexe du futur se fera en pleine conscience ou ne se fera pas. À la semaine prochaine. Merci Julia Palombe. Oui, Sabine Procoris m'avait envoyé cet écho de ce livre qui vient de sortir. Je suis pas sûre qu'il fera autant de bruit que de certains livres récents qui montrent plutôt des femmes victimes. Pourtant, il est placé, là j'ai regardé ce matin, hein, il est placé 2e en position des livres, des ventes société, au rayon société. Michel Odoul, vous avez envie de réagir ? Oui, écoutez, que dire si ce n'est que oui, je comprends tout à fait le propos et je cache pas que j'ai été très très blessé moi par l'incorrection, pour ne pas dire plus, qui a été faite à Madame Badinter quand elle avait fait sa déclaration. C'est insupportable. Et j'ai du mal avec ce féminisme-là. Le problème d'une société, c'est quand elle commence à ne plus respecter ses anciens, qui sont ceux qui l'ont créé et qui lui ont permis d'exister, et ceux qui en voient au chapitre aujourd'hui, malheureusement, je ne sais pas s'ils sont très représentatifs de ce que pense la majorité des femmes et la majorité des gens en général, parce qu'il y ait une certaine proportion de la population masculine qui soit imbécile, pour pas dire abruti, c'est indéniable, mais ça veut dire qu'il y a une majorité qui ne l'est pas, et je pense qu'il en est de même au niveau de la population féminine, et que les hommes et les femmes, ils ont encore beaucoup de choses à faire ensemble. Oui, moi je suis assez d'accord. Hein. Mais c'est quand même cette partie-là qu'on entend le plus dans les médias. C'est ceux à qui on tend le micro. Et c'est ça un petit peu le problème. Donc que les responsabilités. Il y a une responsabilité des médias, de la presse. Se posent, voilà. Oui. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que beaucoup de gens sont très influençables. Et donc ces gens-là qui sont influençables parce qu'ils n'ont pas d'expérience ou pas de vécu, ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas spécialement réfléchi à la question du féminisme et des femmes et des hommes, peuvent se laisser influencer par ce discours assez virulent qu'on entend, avec des mots qui sont toujours très forts et qui sont volontairement très forts. C'est de la violence, oui, c'est des feux de paille. Oui, mais pour essayer de convaincre des gens qui a priori n'ont pas d'avis et qui finissent par penser qu'en effet tous les hommes sont peut-être des harceleurs en puissance, etc. Donc c'est quand même un petit peu embêtant, je trouve, ce qui se passe en ce moment. Mais bon, ici, on parle vrai, on résiste. Et c'est pour ça, je crois que la voix de cette femme et ce livre, Une vie incendiée, la voix d'Emmanuel Seigné, je crois qu'elle est importante. Et moi, j'invite les auditeurs à lire ce livre et à se faire leur idée, tout simplement. Oui, et puis il suffirait quand même de regarder l'œuvre de Roman Polanski pour comprendre que c'est quand même quelqu'un qui a aussi fait des films importants et qui montre à quel point le monde
peut parfois être totalement basculé par des personnes qui n'ont pas d'humanité. On pense notamment au film sur le pianiste, qui est quand même un film extraordinaire. Donc on peut pas. Enfin voilà. Après, il a reconnu ses erreurs. Tout ça, c'est du passé. Enfin mince, il faut avancer quoi. Avançons. Merci Julia Pallon. Alors Merci, en tout cas, Brigitte. jeudi prochain, je ne sais pas quelle sera votre chronique, mais je sais que vous avez une soirée tout à fait intéressante, une soirée inédite à 19h30, Eros et Bacchus, Oui. une dégustation de vin et avec des chansons à la cave à vin, qui se trouve avenue de Turin à Paris, le rouge et le vert. Ah oui, ça va être extraordinaire. Il y a une œnologue, Audrey, des voyages du vin, qui est magnifique, qui explique très très bien les saveurs. Alors on va mélanger, voilà. Les robes du vin et mes robes vont se frotter. D'accord, donc c'est jeudi prochain à 19h30. Oui. Merci beaucoup. Merci. Émilie, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Émilie. Eh bien, 3 questions intimes, et puis vous pourrez en poser une après à Michel Odoul. Alors, première question. Quel est pour vous le temps nécessaire du coït ? Ça fait longtemps que je n'ai pas posé cette question. Je dirais entre 5 et 10 minutes. D'accord, entre 5 et 10 minutes, très bien. Deuxième question. Quel est le mot que vous préférez entendre quand on vous murmure quelque chose à l'oreille ? Oh ben, je t'aime, forcément. Pourquoi forcément ? Non, mais c'est vrai que c'est un mot que beaucoup de femmes aiment entendre, et les hommes aussi d'ailleurs, je crois. On va pas. Et dernière question, dans cas d'infidélité, vous pardonnez ou vous quittez ? Non, je quitte. Ah, vous quittez. Il n'y a pas de discussion possible. Non. Bon, il est prévenu. Voilà. Ou elle est prévenue. Ah, pardon, elle est prévenue. Bon, d'accord. Eh bien, à vous de poser une question à Michel Odoul, il vous écoute. Oui, bonjour Michel. Bonjour. Je voulais poser une question sur les acouphènes. En fait, j'ai des acouphènes, ça fait 20 ans que j'en ai. Bon, maintenant, j'ai 35 ans, donc ça a commencé vers l'âge de 16 ans. Et en fait, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'ils surviennent uniquement la nuit. Dès que je commence à rêver, paf, les acouphènes s'activent et ça me réveille et ça dure... Ça fait ça pendant 30 minutes, 1 heure et parfois plus. Et bon, en ce moment, je passe par l'acupuncture pour régler ça. Donc en fait, ça les apaise pendant quelques jours, mais après, ça revient. Et j'aimerais avoir... Il faut qu'elle vous dise plus souvent « je t'aime ». Oui, je pense qu'il y a quelque chose bien sûr à comprendre avec le fait que c'est arrivé vers l'âge de 15 ans. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire que c'est au moment où vous êtes couché et au moment où il y a des rêves qui arrivent, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est ça. Parce que c'est clairement ça la question. Alors après, il y aura quelles sont les réponses qu'on peut donner. Mais derrière les acouphènes, il y a quoi ? Qu'est-ce que c'est qu'un acouphène ? C'est une espèce de bruit, un son ou un bourdonnement particulier qu'on entend ou qu'on ressent au niveau des oreilles et qui est quelque chose qui peut être extrêmement léger, très peu gênant et n'émerger et n'être perçu que dans les grands moments de silence, comme être quelque chose qui est très présent et qui peut être très fort et qui peut vraiment être perturbant. En tout cas, c'est un bruit intérieur. Et ce bruit intérieur, il est signifiant d'une chose très basique et très simple, qui est que ce bruit intérieur, eh bien, nous empêche d'entendre quelque chose d'autre qui aurait besoin d'émerger du plus profond de nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est la manière avec laquelle on trouve la façon de faire taire la petite voix intérieure qui aurait besoin de nous dire qu'il y a sans doute des phases de notre vie où il y a des choses qui ont besoin d'être un peu, on va dire, rangées, ordonnées, classées ou remises en perspective. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que une grande partie des acouphènes, des pourcentages assez énormes, mais de l'ordre de 70-80%, sont liés à des compressions qui existent au niveau cervical. Et le travail avec un ostéopathe ou avec il y a des techniques shiatsu très précises qui permettent de faire ça, est quelque chose qui fonctionne particulièrement bien. Or, les zones des cervicales, c'est la zone qui est entre la tête et les épaules et les bras, ce qui permet d'agir. C'est-à-dire que c'est la zone du passage du conceptuel vers le réel. Conceptuel, c'est la tête, le réel et l'action, ce sont les bras. Et que donc, ça signifie les tensions que nous avons au niveau de cette nuque, dont les acouphènes sont une des conséquences, les interdits, les empêchements qui sont liés au fait que nous pensons que nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas capables, nous ne méritons pas, nous n'avons pas le droit, nous ne sommes pas à la hauteur, etc. Et enfin, dernière chose,
Eh bien, évidemment que si ça arrive au moment où il y a des rêves qui émergent, c'est que justement, ça vient pour empêcher ces rêves d'apporter ce que nous aurions besoin d'entendre. Et ce que nous aurions besoin d'entendre est sans doute peut-être en lien avec ce que vous avez vécu quand vous aviez une quinzaine d'années. Oui, c'est quand j'avais 16 ans, c'était mon premier amour qui m'avait quitté. Et moi, je voulais pas et j'ai tout fait pour qu'il revienne. Et il est revenu, mais c'était pas top après. Oui, mais je pense que c'est là-dessus qu'il y a besoin qu'il y ait un travail de, on va dire, de rangement de la mémoire dans la bonne case qui convient. C'est-à-dire que cette mémoire-là, elle occupe toujours une place. Qui est la plage du vécu, de la trahison et de l'abandon, qui est la plage du non-respect de soi et la plage dans laquelle on s'est senti quelque part bafoué ou non respecté. Et les rêves qui sont là, les rêves qui peuvent émerger dans les phases nocturnes sont peut-être des rêves qui viennent pour vous dire ça et que vous avez besoin d'entendre. Peut-être que vous pouvez commencer à faire un petit travail sur vos rêves. Si vous avez un petit peu vous notez un petit peu ce que vous rêvez au moment où vous êtes réveillé à cause des acouphènes, et puis vous pourrez avancer avec ça. Très bien, merci. Merci à vous. Mais à nouveau, il y a au niveau donc de la nuque, de chaque côté de la nuque, des trajets de méridiens d'acupuncture particuliers sur lesquels il y a des techniques de pression qui peuvent se faire, qui vraiment sont extrêmement libératoires. À plus forte raison si, en même temps que le praticien vous fait ça, il vous permet justement d'aller toucher du doigt cette question du sens qui est présente derrière ces acouphènes. Merci Émilie. On se retrouve dans un instant avec Caroline qui nous a rejoint. Tout de suite. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Michel Odoul. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Le best-seller de Michel Odoul qui est ressorti avec une version augmentée aux éditions Albin Michel. Caroline, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Caroline. Merci à vous. Alors, vous avez une sexualité un petit peu compliquée, un peu bloquée, on va dire. Oui, très bloquée. Très bloquée. En fait, j'ai une vie sexuelle assez pauvre. Dans ma vie, j'ai eu peu de relations continues, pas beaucoup de plaisir, beaucoup de douleur à la pénétration et de sécheresse, et beaucoup de démangeaisons extérieures. Voilà. Donc c'est assez chaotique pour moi parce que ça m'empêche d'avoir une relation quand même. Oui, vous avez une sexualité qui est quand même très très handicapée. Vous avez votre première fois, ça s'est passé comment? Alors ça s'est assez bien passé. J'ai eu une relation assez suivie pendant assez longtemps, qui malheureusement s'est mal terminée, puisqu'en fait j'ai appris que la personne avec qui j'étais était séropositive à ce moment-là. Et c'est venu énormément perturber notre vie sexuelle au point qu'à un moment donné, j'ai dû me séparer de cette personne. Vous avez eu peur d'attraper vous-même le virus? Oui, à partir de là, c'était chaotique. Et puis j'avais déjà une représentation à la fois de l'homme et de la sexualité comme quelque chose de dangereux. Quelque chose de dangereux. J'ai été élevée que par ma mère, avec une mère très castratrice et pour qui l'expérience sexuelle avait été très négative et qui me renvoyait ça, quoi. Je crois que votre histoire, elle raconte beaucoup de choses. Oui, on n'a pas besoin. Tout est déjà dit. Voilà, c'est-à-dire que vous avez des indications plutôt négatives sur la sexualité et sur les hommes. Vous avez quand même votre pulsion qui vous a sauvé, qui vous fait rencontrer un homme plutôt bien, avec qui ça se passe bien sexuellement. Sauf que le hasard fait, parce que j'adore ce mot de hasard, n'est-ce pas, fait qu'il est séropositif et qui donc vous prouve d'une certaine manière que tout ce que vous a dit votre mère, elle avait raison. Et donc là, c'est fermé, non, on peut plus. Et en plus, ce qui était... Comme vous dites, le hasard est quand même bizarre. C'est que après cette histoire-là, qui a quand même duré des années, chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un, la personne soit n'y arrivait pas, soit avait des difficultés. Enfin, c'était jamais quelque chose qui pouvait bien se passer.
Sauf là, depuis 1 an et demi, j'ai rencontré quelqu'un avec qui avait aussi des difficultés, mais qui petit à petit, de son côté, a pu apprivoiser ses difficultés. Et moi, je sens bien que je me bloque à l'ouverture qui, quand même, serait possible, comme si j'étais toujours dans un hyper-contrôle. Bien sûr, bien sûr. Vous avez quel âge aujourd'hui, Caroline? J'ai 56 ans. D'accord, mais vous savez, il n'est jamais trop tard pour dépasser une croyance. Hein. Ouais. Bon, après, plein de choses se sont greffées à ça. J'ai eu une rectocolite, j'ai eu 2 accidents de vélo, un à 21 ans, un à 54 ans, qui pour moi ne sont pas le hasard. Enfin, je lis tout ça, hein. Peut-être ce n'est pas lié, mais moi je le lis. Oui, mais vous avez raison, si c'est ce qui donne, c'est votre sens à vous, et il faut toujours écouter le sens qu'on y met nous. Mais vous savez, avoir eu 2 accidents de vélo quand on a 56 ans, ça n'a rien d'extraordinaire. On a tous eu des chutes, des accidents, après, mais c'est le sens qu'on va y mettre. Mais ce qu'il faut surtout, c'est arriver à dépasser votre croyance, non, Michel? C'est ça, mais je crois que effectivement, dans tout ce que vous nous avez dit, tout est déjà dit, et qu'effectivement, il y a au fond un interdit de base, un empêchement, un fantasme de risque qui vous a été proposé, que vous avez accepté à un moment donné par votre mère, et dont il faut que vous arriviez à vous débarrasser. Vous êtes peut-être déjà en train de le faire dans la relation que vous évoquez, que vous vivez en ce moment, et par le plus grand des hasards qui peut éventuellement se faire parce que l'autre personne, elle aussi, avait besoin de cicatriser certaines plaies. Et d'intégrer au plus profond de vous-même, en fait, que les manifestations que vous citez sont toutes des interdits au plaisir. Et donc des interdits au plaisir et à la jouissance, parce que vous pensez que, effectivement, ça n'est pas bien, ou vous n'y avez pas le droit. Et parce qu'aujourd'hui, vous avez un homme qui est moins, ou en tout cas un compagnon ou une compagne qui est moins présente et forte qu'en apparence ce que vous avez eu jusqu'à présent, ça vous rassure un peu et ça vous permet de réouvrir certaines portes. Donc il y a un vrai travail de comment on va appeler ça, de réappropriation du droit à la jouissance. Vous avez ce droit-là, vous l'avez largement au-delà, et une mère qui aime, même si elle-même a souffert du masculin, elle ne peut souhaiter qu'une chose, c'est que vous soyez heureuse. Ce qu'il faut peut-être que vous compreniez, Caroline, c'est que d'une manière tout à fait inconsciente, certes, ce premier homme, vous l'avez pas choisi par hasard. Quand je disais par hasard, évidemment, vous aviez compris que c'était de l'humour. Vous avez choisi un homme qui pouvait vous prouver à quel point ce que vous a dit votre mère était juste. Oui. Voyez, et c'est ça qui est toujours intéressant à comprendre, parce que on fait les rencontres qui correspondent à notre psychisme du moment. Oui. Vous savez, les grands travaux de la psychologie, Freud avec l'acte manqué, et puis Jung avec les phénomènes liés à l'inconscient collectif, font qu'en fait, quelque part inconsciemment, on sait vers qui on va à un moment donné. Et donc l'autre, Jung disait qu'on rencontrait dans l'autre les 1000 facettes de soi-même. Lorsque l'on va à la rencontre d'un masculin qui est celui qui vient valider une croyance de fond que nous avons, ça n'est pas effectivement un fait du hasard. Et que peut-être qu'il y a un travail qui s'est fait au plus profond de vous-même et que vous êtes beaucoup plus avancé que vous ne le pensez, parce que si vous êtes allé aujourd'hui vers la rencontre d'un autre masculin avec lequel vous sentez que quelque chose peut se réapprivoiser à nouveau, je pense que vous êtes sur la bonne voie pour ça. Et puis surtout, Caroline, il y a une chose qu'il faut que vous compreniez bien. En tant que femme, c'est à nous de nous ouvrir. C'est pas à attendre que l'homme nous pénètre pour nous ouvrir. Oui, non, mais là, en fait, dans cette relation que j'ai, je sens bien que la fermeture, quelque part, elle ne vient que de moi. Et que, pour moi, l'ouverture, elle ne peut venir que de moi. Mais oui. Peu importe ce que lui peut faire ou ne pas faire, c'est complètement indépendant. Mais oui, mais c'est pour ça que vous pouvez visualiser justement cette ouverture en vous, voyez, de manière très imaginaire, certes, mais voyez, c'est vraiment quand vous êtes avec cet homme, imaginez que votre corps s'ouvre, que vous l'accueillez, que vous en avez, parce qu'il y a une part de vous qui en a envie, mais il y a une part de vous qui pour l'instant ne peut pas. Et c'est cette part de vous qu'il faut arriver à dépasser par la part qui a envie. Donc cette dualité qui est en vous, et il y a souvent dans des problèmes de sexualité d'ailleurs une dualité. Vous comprenez ? Quel est le risque que vous courriez à vous ouvrir ? Alors en fait, justement, ce que je voulais vous dire, c'est que
En fait, ma mère m'a eu toute seule. Enfin, m'a eu toute seule. Elle m'a pas eu toute seule, bien sûr. Mais ma mère m'a élevée toute seule. En fait, elle m'a eu. J'étais ce qu'on appelait un enfant naturel. Elle m'a eu dans les années 70. Donc, à une période. On va revenir. Oui, on va revenir sur justement l'histoire de votre mère parce que ça semble être important pour vous de nous la raconter et puis ça donnera également sans doute une clé pour que vous puissiez vous ouvrir. Allez, on va faire la pause nécessaire pour écouter les infos du monde. Et puis, bien sûr, la petite devinette du jour. Alors, Michel Odoul, qu'est-ce qu'une vache folle? Vous pouvez prendre le temps des infos pour réfléchir et me donner la réponse. Et Caroline, vous restez avec nous, on vous retrouve tout de suite après les infos. Et puis, si vous avez envie d'évoquer quelque chose de l'ordre de votre sexualité, vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Michel Odoul, nous évoquons les maux de nos organes génitaux aujourd'hui. Et justement, la devinette, c'est quoi une vache folle? Je suis incapable de vous dire, Brigitte. C'est un taureau en string, une vache folle. Ah d'accord, oui, oh là là, oui. Bah oui, moi je trouve ça très drôle, ça vous fait pas rire? Ah ben je suis... Bah oui, une vache folle, c'est un taureau qui a mis un string. Caroline, on va redevenir un peu plus sérieux parce que vous aviez besoin de parler de votre maman, hein, votre maman qui vous a eu toute seule, enfin bon quand même grâce à un spermatozoïde à un moment ou à un autre. Hein, et donc, qu'est-ce que... Vous l'admirez beaucoup, j'ai l'impression, votre maman, de vous avoir eu et de vous avoir élevé toute seule. Je pense qu'elle a une vie très difficile. À cause de vous ? Très difficile. Et alors, pas à cause de moi, mais que quelque part, cette histoire a orienté un chemin de vie assez difficile. Alors, il n'y avait pas que ça, mais je pense qu'elle n'a pas su en faire autre chose. Et que du coup, elle en a beaucoup souffert au point de se perdre psychiquement et d'être assez défaillante. On va faire toute l'heure à parler de votre mère. Et vous croyez que de vous appliquer la même punition va diminuer sa souffrance ? Non, mais c'est parce qu'en fait, je pense que Caroline. Inconsciemment, j'avais peur de pouvoir devenir aussi perturbée qu'elle, quoi, c'est ça. Non, mais Caroline, il faut arrêter de parler de votre mère. C'est passé, ça y est, vous êtes une adulte, vous n'êtes plus la petite fille. Et ne pas faire comme elle, ça ne veut pas dire ne pas la respecter, ça veut dire au contraire transformer la vie qu'elle vous a donnée en jouissance, c'est quelque chose de bien, ça. Je crois, Caroline, qu'il serait important... Vous n'avez pas eu d'enfant, j'imagine? Non. Bon. Eh ben, je crois qu'il serait intéressant de comprendre pourquoi vous n'avez pas eu d'enfant et pourquoi, finalement, la sexualité est si dangereuse pour vous. Est-ce que vous ne pensez pas, quelque part, que vivre la vie de votre mère, c'est quelque chose qui est très, très ancré en vous? Comme si ça risquait de vous arriver? C'est pour ça que vous parlez autant de votre mère. C'est surtout d'avoir peur, je pense, d'avoir la même vie qu'elle, quoi. Mais oui, mais bien sûr. Mais il n'y a aucune raison que vous ayez la même vie qu'elle, sauf si vous faites exactement les mêmes choses qu'elle. Ouais. Et c'est ça qu'il faut arriver à dépasser. Vous avez 56 ans, vous êtes largement adulte. Ouais. Oui, puis je pense que je me suis tout le temps, quand vous dites ça, c'est vrai que j'ai l'impression beaucoup d'énergie à surtout ne pas vouloir faire comme elle, quoi. Ce qui est la même chose que de faire comme elle, hein, vous le savez bien. Ça, si vous écoutez un petit peu. Donc, il faut lâcher, Puis il faut vous réconcilier avec un grand absent. Oui, c'est ça. Vous avez une idée un peu de ce serait qui cet homme? Ce serait quel rapport sexuel qui aurait provoqué votre naissance? Ah oui, je sais qui est cet homme. Oui, je sais qui est cet homme. Après, je le connais pas, mais je sais qui est cet homme, ouais. Vous voyez, alors c'est intéressant parce que vous savez qui est cet homme et pourtant vous nous avez dit que votre maman, elle vous avait fait toute seule.
Donc, voyez bien Oui, non, comment... ce que je voulais dire, c'est qu'elle m'a élevée toute seule, quoi. Oui, mais vous avez quand même dit qu'elle vous avait fait toute seule. Donc, voyez bien comment vous l'avez complètement rayée de votre vie et de votre construction, surtout, parce que... Et c'est ça qui est important à comprendre. C'est-à-dire que vous êtes parce que sinon, il n'y aura pas de place pour un autre masculin. Voilà. Vous êtes complètement construite dans le schéma identique de maman, mais c'est pour ça que vous n'avancez pas. Ouais. Et puis on ne sait pas, cet homme, pourquoi, est-ce qu'il a même seulement su que votre mère était enceinte? Vous voyez, on peut... Oui, puis c'était une autre époque, je pense qu'on... non, mais voilà, on n'en sait rien, hein, mais puis c'est pas... Et puis c'est... donc vous avez complètement évacué la moitié de vous. Ouais. Donc il faut lui donner sa place à cet homme, dans votre imaginaire, symboliquement, et ça va vous faire avancer. Puis de toute façon, si vous êtes vivante et que vous existez, c'est aussi grâce à lui. C'est ça. Et puis après, votre mère, elle est ce qu'elle est, elle a fait ce qu'elle a pu. Ah oui. On n'a pas à la juger, vous n'avez pas à la juger, mais vous n'avez pas non plus à porter sa croix. C'est ça. D'accord ? Ah ouais. Soyez votre propre destin et mettez-vous au monde pour de bon. Ouais, parce que j'ai l'impression de tourner un peu en rond, quoi. Même si j'ai fait un long travail, tout ça, je vois bien que là, je suis au pied du mur de quelque chose et qu'il faut que j'arrive à le... Mais à nouveau, ne parlez pas comme si vous étiez seul. Apparemment, vous avez rencontré quelqu'un avec qui il y a peut-être quelque chose de possible, parce que justement, il est dans la même démarche que vous, qui est celle d'une cicatrisation. La cicatrisation de l'âme, ça s'appelle le pardon, ça s'appelle le passage à autre chose. Vous avez peur de vous libérer, Caroline. C'est ce que j'entends dans votre voix. Vous avez peur de vous libérer, parce que en vous libérant, vous auriez l'impression de trahir votre mère. C'est ça. Mais oui, mais oui, puis que là, malgré tout, elle est très dépendante de moi parce qu'elle a un certain âge et des problèmes. Ça, elle a pas de mal. Elle a pas de mal à être dépendante de vous. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Ouais, voilà. Mais il faut que j'arrive quand même à m'en détacher, voilà. Enfin, vous en détachez. Alors, remettre à sa juste place, c'est tout. C'est tout, Caroline, que vous occupiez de votre mère, c'est tout à votre honneur. Mais bon, ça va. C'est pas elle qui va s'occuper de votre vie privée. C'est ça. On devient adulte quand on a sa vie sexuelle qui ne regarde pas nos parents. Ouais. Ok. Ouais. Vous avez notre permission à Michel Odoul et à moi-même. Ouais, en fait, c'est ça, je crois que j'ai besoin de permission. Eh bien, je vous la donne. Hein, allons presque jusqu'à la bénédiction, même. N'est-ce pas? Oui. Nous ouvrons la porte. Voilà. D'accord. Hein, vous pensez à nous la prochaine fois, ça passera mieux. Hein, d'accord. Bon, merci beaucoup, Caroline. En tout cas, merci à tous les deux. Merci. Au revoir. Et à votre confiance. Marjolaine, bonjour. Oui, bonjour. Alors, bonjour à Michel Odoul et bonjour à vous. Bonjour. Je suis très heureuse déjà de pouvoir parler et de pouvoir poser ma question aussi à Monsieur Odoul. J'ai 46 ans aujourd'hui et il m'a un peu sauvée quand j'ai eu... non, pas aujourd'hui, 46 ans. À la date d'aujourd'hui, j'ai 46 ans, mais c'est pas mon anniversaire aujourd'hui. D'accord. Excusez-moi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à 18 ou 19 ans, j'ai un petit trou entre les deux. J'ai lu votre livre Dis-moi où tu as mal, je te dirai ce que tu as. En fait, ça m'a un peu sauvé la vie. C'est un peu... Qui tu es, oui, je m'en rappelle plus, mais non, c'est pas grave, ça fait quand même un petit moment. Et du coup, en fait, ça m'a complètement ouvert les yeux. Ça m'a ouvert aussi peut-être à une philosophie que je ne connaissais pas parce que j'étais pas du tout scolaire. Je lisais vraiment pas. C'est peut-être un des seuls livres que j'ai lu dans ma jeunesse parce que je lisais vraiment pas. Et j'en avais vraiment besoin au moment où je l'ai lu parce que je venais de me casser un pied. On me disait que la carrière de danseuse était terminée,
que fallait faire une croix sur 10 ans en fait d'apprentissage et aussi surtout pas d'études, pas de diplôme, rien quoi. Donc vraiment c'était très très dur. Et en ayant lu ce livre, mais j'ai eu comme un déclic. En fait, j'ai tout compris comme j'avais envie de le comprendre et j'ai tout pris pour moi. Et du coup, j'ai été hyper sereine pour me reconstruire et puis pour continuer en fait mon chemin et pour refuser qu'on me dise que j'allais arrêter d'être danseuse en fait. Et du coup, j'ai réussi à faire une carrière de 20 ans de danse. Bravo. Mais vous savez, Marjolaine, ce genre de livre, ça vous permet d'éclairer quelque chose en vous et puis de mettre du sens à ce qui vous arrive et d'en faire quelque chose. Hein. Donc, Et voilà, c'est ça l'ingrédient central, c'est le sens, c'est la capacité à donner du sens. Quand on est frappé par un accident ou une maladie et que elle naît ou ils ne sont dus qu'au hasard, à la fatalité, ou etc., nous ne sommes que des victimes ballottées par des événements qui nous dépassent. Lorsque nous arrivons à intégrer quelque chose qui nous concerne directement et que ça prend du sens dans notre vie, à partir de ce moment-là, il se passe effectivement ce que vous avez décrit. C'est-à-dire que on s'approprie ce qui nous arrive et on décide d'en faire quelque chose et que tout ce que le monde extérieur nous en dit, nous en propose, n'a pas véritablement d'importance parce que nous savons ce que nous sommes en capacité de faire. Et c'est vraiment une réappropriation de soi, hein. C'est vraiment une manière de réinvestir sa vie et son champ de vie et félicitations, bravo d'avoir su dépasser certains dictates pour aller au bout de votre passion, quoi. Non, ça a été vraiment le déclic. Après, j'ai voulu mettre un terme à ma passion, pas parce que je n'étais plus passionnée, parce que j'ai eu un peu comme une horloge biologique. Et j'ai dit, de toute façon, dans la vie, j'ai toujours voulu faire ce que j'ai voulu et j'ai toujours réussi. Donc, en fait, j'ai été au bout de ce que j'ai décidé. Donc, j'ai dit, il faut un vrai métier, entre parenthèses. Donc, j'ai refait des études, j'ai trouvé mon métier, j'ai fait mon CDI. J'ai été chercher, j'ai fait ça un peu trop méthodiquement, hein, mais c'est comme ça. Et je sentais que c'était comme ça que ça pouvait marcher, parce que j'étais pas tombée comme ça sur quelqu'un qui m'a demandé en mariage et qui en a fait des enfants. Ça s'est pas fait naturellement. Donc je me suis dit que c'était plutôt à moi d'aller chercher. Et j'ai trouvé donc l'homme de ma vie, le père de mes enfants. Et en fait, il y a un autre problème qui arrive. Alors je le prends toujours bien, je suis toujours très positive. Je me dis que c'est pas grave, ça va passer. Mais j'ai toujours un petit peu peur aussi. Je me dis peut-être que il y a peut-être un travail encore sur moi que je n'ai pas ouvert. On n'a jamais fini, vous savez, Marjolaine. Oui. Ah oui, c'est ça. Ne vous inquiétez pas. Du coup, la barrière tourne. Moi, j'étais quelqu'un de très déluré, très sexuel. Pour moi, j'aurais presque pu être. J'aurais pu soigner les gens par le sexe. J'avais pas de. J'étais complètement désinhibée. Libérée, oui. Mm-hmm. Ah oui, j'étais complètement libérée et tout. Et le fait de m'être mariée, d'avoir eu des enfants et tout, j'ai l'impression que tout est parti, tout s'est bloqué. J'ai même eu une descente d'organes. En fait, j'ai plein de trucs qui tombent sur le côté gynécologique, en fait. Alors, j'ai la descente d'organes, j'ai été opérée, donc on m'a remonté tout ça. Déjà, ça fait bizarre de se dire que il y a un filet, un truc. Bon. Après ça, je me suis dit, enfin là, je vais pouvoir revivre, parce que je me disais que c'était peut-être à cause de ça que j'avais pas d'envie, que j'étais pas entière. Et en fait, non, il y a une rectocèle qui arrive derrière, donc super agréable. Et du coup, je me dis, mais en fait, je m'en sortirai jamais. Mais si. Bon, Marjolaine, vous restez avec nous, et puis vous pourrez évidemment avoir la réponse de Michel Odoul dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Michel Odoul qui vous éclaire en ce qui concerne votre sexualité. Marjolaine, donc, vous nous avez raconté que pourtant, a priori, vous étiez très libérée et puis que là, depuis que vous êtes mariée, vous avez des enfants et tout fout le camp. Hein. Oui, j'ai l'impression de faire désir en fait. Alors, soit j'ai plus le temps, peut-être aussi. Ça c'est la bonne excuse. J'ai pas le temps. Vous savez, vous la connaissez cette excuse-là, Michel Odoul. C'est quand même bizarre de pas avoir d'envie, alors qu'avant, oui, mais ça pouvait me réveiller.
Ce qui est bizarre, c'est que vous disiez ça, alors que tout à l'heure, vous nous avez dit par rapport à la danse, bon, j'avais fait le tour, et etc., donc j'ai décidé de passer à autre chose. Peut-être que là aussi, vous avez fait le tour, et que votre vie de femme, votre sexualité de femme, et etc., passe à travers un filtre familial dans lequel vous vous réalisez peut-être à d'autres niveaux, et qu'il ne faut pas vivre ça comme une défaite ou une perte de quelque chose. C'est plus... j'ai l'impression de décevoir mon mari aussi, parce que j'ai une attente de lui. C'est bien de faire les choses pour les autres. Oui, mais il me dit, en fait, j'ai été un peu... t'as menti un peu sur la marchandise, en gros. Il me dit, en gros, t'as fait semblant. Sans le dire. Bon, il le dit pas, mais j'ai l'impression qu'il le pense. Mais vous l'avez oulala. Quand je commence à dire j'ai l'impression qu'il pense que j'ai l'impression que je pense qu'il pense que j'ai l'impression que je pense, vous voyez qu'on est... Marjolaine, vous l'avez choisi pour être un bon père. Ah oui. Et c'est un bon père. Oui, très très bon. Voilà. Mais est-ce qu'on désire un bon père? Oui. Ben non, visiblement. Ah oui. On désire d'avoir un bon père. Oui. Non, d'accord. Oui. Est-ce qu'on a envie de faire l'amour avec un très bon père? Ah, peut-être pas, oui. Donc c'est ça qu'il faut travailler. Ouais, mais on peut aussi avoir tout. On peut être l'amant, on peut être... Non, c'est dur d'avoir tout. Ben oui, mais ça s'apprend, ça se fait à deux, c'est un jeu, c'est quelque chose qui se construit, c'est un échange, c'est un partage. Mais ne lui laissez pas dire que... Si vous avez cette suspicion, ne laissez pas cette espèce de gangrène grandir en vous, de dire qu'il pense que vous avez truqué. C'est pas possible, ça. Très sincèrement, si vous avez eu toute une période épanouie qui a d'ailleurs conduit à la construction d'un couple et d'une famille, etc., c'est pas possible que vous laissiez de la place à ça. Donc il faut, parler, et deux, si jamais vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'endort un peu, réveiller le dragon, comme on dit en Chine. Ça nécessite tout simplement, Marjolaine, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé en vous pour que vous passiez d'une sexualité libérée à tout d'un coup à plus d'envie. Ça peut se comprendre, mais ça peut aussi s'analyser et puis après voir comment vous pouvez faire pour réveiller le dragon. Oui, en effet. Mais c'est le grand conflit entre le fait d'être père-mère ou le fait d'être homme-femme. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où effectivement la responsabilité familiale et l'émergence des enfants peut faire oublier qu'on est aussi des hommes et des femmes et que c'est cette dimension-là qui a besoin d'être conquise. La différence, c'est que le père et la mère sont des gens qui ont des responsabilités alors que les hommes et les femmes sont des êtres qui peuvent jouir ensemble. Et ce sont des phases, des parties de vie, des partages et des choix qui sont à faire, bien sûr. Vous savez, c'est assez classique, Marjolaine, ce que vous traversez. Bon, je crois qu'on a un petit souci de direct, ça arrive. Oui. Bon, merci en tout cas Marjolaine, mais je pense qu'en effet là, c'est un questionnement qu'il faut avoir déjà de soi à soi, et puis ensuite en effet. Oui, puis être confiant, parce que si Marjolaine était capable de se battre comme elle l'a fait pour reconquérir son droit à la danse, etc., je pense qu'elle sera capable de se battre de la même façon pour reconquérir son droit à la jouissance de la femme. Et puis il y a peut-être quelque chose, puis je crois qu'on a retrouvé Marjolaine, il y a quelque chose aussi d'intéressant à comprendre, Marjolaine. On ne choisit pas d'être danseuse par hasard, c'est un rapport au corps très particulier. Votre corps, qui est devenu le corps d'une mère, il a certainement changé, donc il y a peut-être quelque chose à comprendre aussi dans votre image personnelle que vous avez de votre corps. Oui, c'est sûr. Donc, tout à fait. Donc il faut. Oui, j'ai pas le même regard aujourd'hui. Je me reconnais pas. J'ai l'impression de voir ma mère, en fait. Et voilà, voyez donc ça c'est quand même quelque chose d'important à comprendre. Il faut que vous acceptiez tel que vous êtes aujourd'hui, parce que ce corps que vous avez aujourd'hui, c'est ce que vous avez vécu. Et c'est ce qui vous a permis d'avoir vos enfants, c'est ce qui vous a permis de réaliser votre projet de vie. Donc il faut l'admirer, l'apprécier, ce corps à sa juste valeur. Oui. Non, il a beaucoup souffert. C'est ça, je me dis, alors ma mère en a eu 4 enfants, je me dis, mais j'imaginais pas à quel point on pouvait transformer un corps. Oui, mais vous savez à quel point on peut faire souffrir son corps en faisant de la danse. Voilà, c'est ça. Exactement. Et donc, voyez c'est vrai. Voyez quel rapport vous avez au corps qui est intéressant. Et moi, je pense qu'en travaillant sur votre rapport au corps, il y a quelque chose qui va se libérer. Oui.
Oui, puis je crois que je crois qu'il y a une deuxième édition du livre de Michel Odoul, et je crois que je vais. Ça vous fera pas de mal de le relire, de redécouvrir. Oui, parce que 20 ans, non, même 30 ans après, je pense qu'on se rappelle pas de tout. Absolument. Voilà, donc je vais m'y attacher. Eh ben, très bien, voilà une excellente initiative. Voilà. Ça va m'ouvrir des portes à 46 ans. Oui, mais vous savez, les portes, on peut les ouvrir voilà, à tous les âges. On le disait déjà tout à l'heure. Voilà, vous savez, ce qui est important dans le voyage, c'est le chemin. Hein. Exactement. Oui, c'est vrai. Bon, bah là, vous avez tout pour avancer, hein. Oui, mais en tout cas, merci beaucoup, Michel Odoul, et bien sûr, Brigitte, c'est génial ce que vous faites. Merci Votre émission, beaucoup. elle est magnifique. Merci Marjolaine, merci à vous. Et merci de votre confiance encore une fois. Allez, on va faire une petite pause, on va continuer bien sûr avec vous au 0826 300 300, et puis on va parler de l'idéal de sa relation amoureuse. C'est intéressant aussi comme Love Conseil dans un instant. .com. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Michel Odoul, l'idéal de sa relation amoureuse, parce qu'au fond, on ne sait pas vraiment, enfin en tout cas très peu d'entre nous savent vraiment ce qu'ils veulent dans une relation, puis ensuite ils s'étonnent de ne pas être heureux dans leur vie amoureuse. Donc je vous propose quelques motivations, à vous de voir celles qui comptent pour vous, et vous verrez si vous êtes satisfait. Alors on peut choisir un partenaire parce que c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Ça peut être quelqu'un avec qui on partage plein de choses. C'est pour se marier et fonder une famille. C'est pour avoir une sexualité intense. Puis pourquoi pas, ça peut être juste parce qu'on n'a pas envie de rester seul. Et puis pendant qu'on y est, on peut faire aussi la liste de ce qui est rédhibitoire. Vous savez, ce que j'appelle ces fameux cartons rouges. Hein. On ne veut pas être avec quelqu'un parce que, par exemple, on ne supporte pas les animaux et il a un chien, ou parce qu'il fume et on ne supporte pas l'odeur de la cigarette. Enfin bref. Mais c'est quand même important à un moment donné d'être un peu clair sur ce qu'on attend d'une relation amoureuse pour justement ne pas perdre du temps avec des gens qui de toute façon ne conviennent pas à notre idéal. Ouais, c'est fondamental, c'est un principe de vie. Dans tous les plans de la vie, il est nécessaire de savoir ce que l'on veut. C'était Sénèque qui disait « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il veut aller ». Il est vraiment important d'être clair dans ce que l'on attend dans la relation de couple de l'autre. Et non seulement d'être clair soi-même, mais que la chose soit aussi clairement exprimée. C'est-à-dire que les problèmes de couple émergent toujours d'ambiguïté ou de non-dit. C'est ça. On dit rien parce qu'on ne veut pas perdre l'autre. Et puis finalement, on accepte, et puis à un moment donné, ce n'est que reculer pour mieux sauter. Si ça déborde, absolument. Frédéric, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Odoul. Bonjour. Alors, vous avez 50 ans, vous êtes fumeur. Oui. Et vous avez déjà donc rencontré quelques difficultés d'érection, hein? Oui, voilà. Ça m'est arrivé au début, pendant le confinement, en 2020, une fois avec mon ex-compagne. Nous étions ensemble depuis une trentaine d'années, quasiment. Donc, et depuis on est séparés. Donc, je vous appelle pour ça aussi. Donc, oui, j'ai eu des problèmes, quelques fois, des troubles de l'érection. Mais où ça marchait pas du tout. Donc ça c'est passé quelques mois après. Donc on s'est séparés au milieu de l'année 2020. J'ai retrouvé quelques mois après une autre personne. Et depuis, ça m'arrive fréquemment d'avoir des troubles de l'érection. Et donc, est-ce que les premiers troubles, vous les avez mis sur le fait que c'était peut-être parce que vous étiez en couple depuis 30 ans, qu'il y avait peut-être plus autant de désir et d'excitation? Non, parce que, je veux dire, avant, il n'y avait pas de problème. J'ai toujours eu une sexualité relativement intense et fréquente, avec cette femme. Avec cette femme, oui. Donc, j'avais jamais trouvé de problème et j'étais toujours très amoureux d'elle et toujours envie d'elle aussi. Donc, alors il est évident que la cigarette est un des premiers facteurs anti-érection. Vous avez déjà été consulté quand même pour vérifier qu'il n'y a pas des problèmes d'ordre éventuellement cardiaque? De vascularisation? Non, cardiaque, non, il y a aucun souci.
Par contre, vascularisation, où j'ai des problèmes de varices, essentiellement, voilà, c'est tout à ce niveau-là. Et sinon, les artères sont bien aussi. Oui, mais les artères, pour pouvoir fonctionner correctement, elles ont besoin que le retour veineux se fasse lui aussi correctement. Hein. C'est un système qui fonctionne en vase clos et qui fait que l'un ne peut fonctionner correctement sans l'autre. Et si le retour veineux se fait mal, il va y avoir besoin de mettre un peu plus de pression au niveau artériel, et c'est là où la tension peut augmenter. Mais il faut comprendre aussi que la capacité, notamment à l'érection, c'est-à-dire à la vascularisation de certaines zones corporelles, n'est pas obligatoirement directement liée à la pression artérielle, mais est liée aussi au fait que dans ces zones, il y a une action du système neurovégétatif qui est importante et qui est très liée à l'état psycho-émotionnel dans lequel on est, conscient ou non. On peut avoir une panne d'érection parce qu'on est impressionné par la personne. Alors que c'est le même cœur, les mêmes vaisseaux, les mêmes systèmes sanguins que celui que nous avons utilisé une demi-heure avant avec quelqu'un d'autre avec qui ça a bien marché. Et que par conséquent, c'est là quelque chose qui a à voir avec une notion majeure et centrale, fondamentale, qui s'appelle le désir. Et cette notion du désir, elle est liée à deux choses. Un, l'objet du désir. Est-ce que l'objet du désir est ce qui nous fait fantasmer, nous fait rêver? À partir de ce moment-là, il n'y aura aucun problème d'érection, etc. Ou deux, est-ce que, quelle que soit la déclinaison de cela, nous ne mettons pas en place un interdit. C'est-à-dire que nous pensons que nous pouvons, que nous avons le droit, que nous méritons et que nous sommes à la hauteur et au niveau. Et c'est là où on va pouvoir associer les choses avec ce qui est une des composantes biomécaniques qui rend la chose des fois compliquée, qui s'appelle le tabac, parce que le tabac joue ce rôle-là. La cigarette, quand on est sous stress et qu'on est tendu, hop, on allume une cigarette, on expire un grand coup et on se sent relâché et détendu. Eh bien, c'est ça qui est la problématique. C'est-à-dire qu'il y a sans doute au plus profond de vous-même une insécurité à penser à être capable d'avoir la puissance et la capacité à gérer le monde extérieur de façon suffisamment pertinente et efficace. Et à partir de ce moment-là, bien sûr, eh bien, vous vous mettez une pression qui peut être inhibante. D'accord. Est-ce que vous avez besoin de prouver quelque chose ? Pas spécialement. Peut-être au fond de moi-même, oui, j'ai toujours eu besoin depuis tout le temps. Mais ça n'a jamais influé directement sur mon érection. En tout Comment vous le savez, ça ? Oui, déjà, comment vous le savez, ça je suis d'accord. Mais Frédéric, si j'ai bien compris, vos premières pannes, c'est pendant le confinement ? Oui, au début, ça a été au début du confinement. Bon, donc on sait très bien que le confinement, pour certaines personnes, ça a été quelque chose de particulièrement stressant, anxiogène, etc. À partir du moment où vous avez été anxieux à cause du confinement, que vous ayez eu quelques pannes, c'est pas tout à fait improbable. Et ensuite, ayant eu des pannes, que vous en ayez encore, c'est pas non plus improbable, vous voyez, c'est-à-dire que si vous avez fait tous les examens nécessaires sur le plan médical et qu'on sait qu'il n'y a rien sur un plan médical qui justifie ces pannes d'érection, là je crois que vous avez besoin de travailler sur ce que c'est que son rapport à la vie, à la mort et à sa sexualité, non ? Oui, et puis il y a à accompagner ça sur le plan énergétique, parce que je vais vous donner une illustration de cela. On parlait de tabagisme, donc on parle de poumon. En médecine traditionnelle chinoise, le poumon, qui a la charge de la peau dans notre corps, c'est ce qui gère notre capacité à nous protéger des agressions du monde extérieur. Et c'est ce qui nous permet de nous nourrir des énergies du ciel, de l'oxygène, par la respiration. Or, le confinement est un enfermement. Cet enfermement a donc agi de la même façon que le tabac au niveau de la sphère pulmonaire, c'est-à-dire à générer une contrainte, à générer un sentiment de restriction de l'espace respiratoire et de l'espace vital. Si je rentre dans la relation à l'autre avec une envie absolue de vouloir réaliser quelque chose et de vouloir éventuellement justement jouir de cette relation, et que je me mets une pression excessive par rapport à ça, je vais sans doute avoir de la difficulté à le réaliser parce que je vais m'emprisonner dans un objectif qui n'est pas obligatoirement celui que je recherche dans la relation à l'autre. Dans cette nouvelle relation, il y a peut-être quelque chose qui est aussi à la fois compensatoire et culpabilisant par rapport à la précédente. Oui, les personnes n'ont rien à voir l'une et l'autre, c'est certain. Et alors ? Et oui, et donc ? Comment je sais pas comment dire. Il est vrai que je suis dans une phase où il y a beaucoup de changements pour moi qui vont se déclarer. Donc, ça déstabilise un peu, hein. Ça génère de la contrainte partout.
Et oui. Oui, c'est sûr. Et puis il y a une sorte d'impuissance quand même, puisque vous ne pouvez pas gérer tout ce que vous voudriez. Donc, vous voyez, tout ça symboliquement est quand même très parlant, non? Oui, certainement, oui. Bon, donc moi je pense qu'un bon travail de vous à vous pour reprendre confiance dans votre puissance, au sens symbolique évidemment. Quelques séances de shiatsu ou d'acupuncture aussi, parce il existe sur le corps en acupuncture un point qui s'appelle le point Viagra, qui est un point qui a une vraie efficacité pour ce qui est la revascularisation de zones qui sont parfois fragilisées et qui fonctionne d'ailleurs autant pour les hommes que pour les femmes. D'accord. En tout cas, pas d'inquiétude. Il n'y a pas de raison que ça ne revienne pas comme avant. Mais pour ça, il faut faire le chemin. D'accord. Faut pas. Mais vous avez. Enfin, nous, on peut déjà vous rassurer. Oui, parce que je pense qu'il y a des moments où vous devez avoir, par exemple, le matin au réveil, des choses comme ça, des moments où vous devez avoir la démonstration que ça fonctionne encore. Oui, tout à fait. Même, voilà. Donc, il y a des moments de relation avec mon ami qui sont très très bien. Donc la machine fonctionne. Oui, la machine fonctionne en elle-même, oui, c'est clair. Donc il faut juste enlever les petits parasites qui sont dans le cerveau et qui empêchent de temps en temps la machine de bien fonctionner. D'accord. Ça va être dur s'il y en a beaucoup de parasites. Bon, mais comme je le dis souvent, là où on a donné beaucoup d'informations, réécouter en podcast éventuellement pour bien comprendre tout ce qu'on a pu vous transmettre, parce que il y a beaucoup, on vous a dit beaucoup de choses, donc. Oui, puis ça va vite, donc. D'accord. C'est ça, sans problème. Je vous tiendrai au courant pour l'avenir. C'est gentil. Merci Frédéric. Merci beaucoup. Merci. Je vous propose, Michel Odoul, qu'on fasse un petit coup de pouce à un film que j'ai regardé tranquillement cette semaine. On est en ligne avec Laurent Firaude, qui en est le réalisateur. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, ce film s'appelle Le Monde d'après. Alors, vous ne l'avez pas vu, Michel Odoul, mais je suis sûre que vous l'apprécieriez beaucoup. Ça commence par une scène assez satirique d'un jeune couple qui vient voir des personnes plus mûres, on va dire. Et la première chose que demande la femme, c'est leur passe vaccinal. Et évidemment... ils n'en ont pas, mais ils en ont fait un faux. Et puis on découvre que le monsieur qui est pharmacien veut leur injecter de force un vaccin. Il se sauve. Enfin voilà le début du film. C'est pas mal, Michel Odoul. Oui. Ça me semble répondre à une actualité. Il me semble. Oui. Donc c'est un film assez bon c'est drôle, Laurent Firaude. Enfin moi je me suis amusée. C'est assez satirique finalement. C'est un peu une satire de la société actuelle où au fond finalement vous caricaturez un petit peu différents moments de la société. C'est absolument. Je voulais revenir. Moi j'aime beaucoup les films de Dino Risi, style genre Les Monstres. Les nouveaux monstres. Oui. Et je trouvais que le cinéma français était un peu tiède, était un peu timoré. Donc j'ai voulu faire ce film. En effet, je l'ai fait avec très peu de moyens. On l'a fait très vite. On l'a tourné en janvier 2022. Et c'était quelque chose qui me semblait vraiment important à montrer au cinéma, parce que je trouvais que c'était des sujets qu'on ne voyait plus, en fait, qu'on ne voit plus au cinéma. Donc des sujets d'actualité avec un brin, avec un côté satirique et burlesque, voire même burlesque en effet. Oui, absolument. Alors moi, il y a évidemment une petite scène dont j'ai envie de parler. C'est la fameuse scène avec le plombier qui est plombier. Et pourquoi il est plombier? Il a peut-être vu un peu trop de films porno, n'est-ce pas? Le fameux plombier, bien sûr, évidemment, le grand fantasme du plombier. Là, en effet, non, le mec n'est pas plombier parce qu'il a vu trop de films X, mais juste parce que ses parents sont plombiers. Donc voilà, tout simplement. Et puis à un moment donné, on va pas tout raconter, mais à un moment donné, elle lui dit vous voulez pas que je vous paye en nature, etc. Alors au début, il dit non, et puis finalement il dit pourquoi pas. Bref, mais ça se termine pas très bien pour lui et encore moins bien pour elle. Et c'est justement le côté drôle du film, c'est-à-dire que vous nous emmenez dans des situations où vous avez raison, très burlesques en fait. Oui, absolument. J'ai voulu pousser le curseur
C'est loin, oui. Quand on voit le réel, parfois on se dit que le réel se caricature lui-même. Donc, j'ai pas dû pousser non plus très très loin. Bon, en tout cas, ça s'appelle Le Monde d'après. Alors, je sais que ça y est, vous avez à nouveau une salle où on peut aller voir le film. Absolument, parce qu'en fait, le film a fait un très très gros carton. On a même dû refuser du monde, ce qui est exceptionnel aujourd'hui au cinéma. Donc, on n'était que pour 2 semaines au Saint-André-des-Arts, et là, donc, on reprend à l'espace Saint-Michel, dans le 5e arrondissement, le métro qui est juste à la sortie du métro Saint-Michel. Donc là, on sera là 3 fois par semaine. Donc à 19h, le soir, là, il y aura le mercredi, le vendredi et le samedi à 19h, à l'espace Saint-Michel. À l'espace Saint-Michel, donc si vous avez envie de voir ce film, si vous avez envie un peu de vous amuser et puis de voir dans quelle société on risque d'avoir si on ne réagit pas un peu, ça s'appelle Le Monde d'après. Voilà, vous êtes le réalisateur Laurent Firode. J'imagine que c'est vous qui avez écrit aussi le scénario. Oui, oui, je l'ai écrit. C'est même moi qui ai fait l'image. Enfin, je l'ai monté. Enfin, c'est un film. Mais cela dit, c'est un film artisanal, c'est vrai, mais tous les comédiens sont excellents. Merci. Franchement, c'est peut-être un petit film au niveau du budget, mais c'est un film qui tient. Voilà, allez le voir si vous avez envie de vous amuser et puis de prendre un peu plus conscience de ce qui nous attend si on ne réagit pas. Ça s'appelle Le Monde d'après. C'est au cinéma à l'espace Saint-Michel, donc dans le 5. Voilà, à partir du 23 novembre, et voilà, ça sera là-bas. À partir du 23 novembre, à 19h le lundi, le mercredi et le vendredi. Le mercredi, le vendredi et le samedi. Pardon, mercredi, vendredi et samedi. Voilà, c'est le 23 novembre. Ça donne envie de le voir, hein, Michel? Ah oui, a priori, oui. Je pense que je vais y passer. Pour donner un avant-goût aux auditeurs, ils peuvent aller voir un court-métrage qui m'a donné l'idée du long-métrage, en fait, qui s'appelle Dérapage. Dérapage qui est en ligne sur Internet. Il suffit de taper le titre Dérapage avec mon nom, Firode, et le film apparaît aussitôt. Ça peut donner envie, en effet, parce que c'est ça qui m'a donné vraiment l'impulsion pour faire le long. Le Monde d'après. Voilà. Merci beaucoup, Laurent Firode. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio avec, je crois que c'est Bruno, qui sera avec nous dans un instant. Plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous allons conclure, Michel Odoul, avec Bruno qui est avec nous. Et je rappelle bien sûr votre livre « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi » qui est ressorti aux éditions Albin Michel. Bonjour Bruno. Oui, bonjour à vous et à votre invité. Bonjour. Alors vous souffrez de psoriasis. Psoriasis, oui, exact, tout à fait. Donc j'en ai à plusieurs endroits sur le corps, avec des zones permanentes, ça bouge jamais, ça n'évolue pas. Par contre, à l'endroit de l'entrejambe, les testicules, c'est vraiment hyper évolutif et quand ça flambe, c'est assez douloureux, assez violent et gênant, quoi. Oui. Ben ça fait partie effectivement des choses que j'évoque dans mes ouvrages. Tout ce qui est en lien avec la peau et le poumon, on en parlait tout à l'heure, c'est en lien avec le rapport au monde extérieur. Mais la peau, c'est le premier vecteur d'échange que nous avons eu avec le monde, et notamment avec le premier être avec lequel nous avons établi une relation au monde, qui s'appelle notre mère. Et la peau, c'est un vecteur de perception de la relation que nous avons avec. Et si je voulais faire de façon un peu raccourcie, parce qu'on n'a pas le temps de faire le détail de tout, mais la personne qui a le psoriasis, c'est une personne dont la bannière de fond, dont le drapeau, dont le blason, si vous voulez, c'est « et la tendresse ?» point d'interrogation. C'est-à-dire qu'on est dans une problématique de durcissement cutané qui est liée au fait que quelque part on pense au plus profond de soi-même que c'est quelque chose auquel on n'a pas droit. Et d'ailleurs, on s'applique une certaine rigueur à soi. Il y a deux choses qui sont très troublantes, vous savez, dans le psoriasis. La première, c'est que ce qui améliore le psoriasis, c'est le soleil et les rayons du soleil, c'est-à-dire la chaleur et l'amour. Et la deuxième des choses, c'est qu'un des grands lieux de traitement de par le monde, c'est la mer morte. Vous voyez la beauté du clin d'œil ? Oui, effectivement. Un peu de tendresse pour vos testicules, en fait, hein, Bruno. Oui, il va falloir trouver une imagination pour ramener de la tendresse à cet endroit-là, je ne sais pas. Pourquoi pas C'est peut-être une boutade. Oui, c'est peut-être une boutade, mais c'est une des zones du corps où notre mère nous nettoie avec tendresse quand nous sommes tout petits. D'accord, ok, effectivement.
Et puis, il faut peut-être avoir un peu plus de tendresse pour cette partie de votre corps. Oui, écoutez, là, vous me soulevez une problématique qui est très intéressante et d'y songer de ce fait. Oui. Vous savez, le psoriasis apparaît la plupart du temps toujours aux articulations majeures. Oui. Hein, c'est-à-dire donc les coudes, les genoux, puis ensuite ça peut être les poignets, etc. Et effectivement, comme c'est dans votre cas, au niveau du bassin, des hanches, etc. Il y a une vraie nécessité à essayer de retrouver comment réinstaurer de la tendresse en vous. Vous pouvez vous faire aider et vous pouvez vous faire accompagner en homéopathie. Il y a des préparations en homéopathie qui sont très utiles et qui fonctionnent vraiment très très bien. Vous pouvez vous faire aider par des praticiens en shiatsu. Vous pouvez vous faire aider au niveau énergétique. Bien sûr en vous exposant au soleil, mais fondamentalement sur le fond, il y a besoin de vous poser vraiment cette question, voire même de façon humoristique, c'est-à-dire faites-le là aussi avec une certaine tendresse, c'est-à-dire par l'humour et le jeu. Vous savez, il y a un film qui s'appelait « Et la tendresse, bordel ». Essayez d'avoir cette espèce de slogan à l'intérieur de vous-même dans tous les moments de votre journée où vous vous montrez plutôt de l'exigence et de la dureté à votre égard. Ça vous parle ce que vous dit Michel Odoul? Effectivement, c'est complètement mon tempérament qui est intégré de cette manière-là depuis tout le temps. Oui, oui, être un peu de douceur avec vous-même, c'est quelque chose qui n'est pas autorisé? Non, je me mets toujours une espèce d'exigence, une pression quelle que soit l'activité en fait, de vouloir un résultat, une exigence sur ma propre personne toujours très, très présente et je me râle même dessus sur des déceptions de performances qui sont des fois même pour des bricoles. Je me mets des performances sur tout en fait. Mais oui, c'est ça. Des exigences. C'est ça. C'est exactement ça. Parce que vous croyez que par l'exigence, vous allez reconquérir ce que vous pensez ne pas avoir eu. D'accord. Peut-être qu'il n'est pas trop tard pour évaluer un petit peu les choses différemment, Bruno, non? Effectivement, c'est très intéressant. Là, oui, je viens d'apprendre quelque chose. Mais vous savez, Bruno, c'est pas votre tête qu'il faut que ça touche, c'est votre cœur. D'accord, oui, c'est par là que ça passe. Oui, mais c'est douloureux de faire passer par là. Eh ben, on va essayer de trouver le Non, mais j'entends. Non, Bruno, bien sûr, je veux pas vous mettre mal à l'aise, mais on entend bien comment vous vous défendez. Parce que justement, si vous vous défendiez pas, vous seriez en train de craquer à l'antenne et c'est pas du tout ce qu'on a envie. Mais en revanche, il faut quand même qu'on vous fasse prendre conscience à quel point vous riez beaucoup, vous vous moquez un peu, pour justement ne pas tout à fait entendre avec le cœur ce qu'on est en train de vous dire. Donc encore une fois, oui, c'est une carapace, oui. Bien sûr, mais cette carapace, si vous la faites pas tomber, vous n'allez pas guérir de votre psoriasis. C'est juste ça que j'essaye de vous dire. Oui, je viens de comprendre que c'était lié, effectivement. Et donc ça va demander un vrai travail. Moi, je serais assez d'accord pour une fois que vous ne serez plus à l'antenne, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas quand vous aurez un petit moment avec vous-même, de vous à vous-même. Je sais pas si vous avez des photos de vous, petit garçon. Moi, je vous conseillerais de regarder ces photos tout seul, tranquillement, et puis de pleurer un peu sur ce petit garçon qui, quelque part, a besoin d'un peu plus de tendresse. Non, malheureusement, j'ai rien de tout ça. Je suis un enfant pas trop désiré sur le point de départ, donc. Bon, dessinez-le, faites-le exister d'une manière ou d'une autre, et puis, je sais pas, moi, prenez du temps pour justement avoir un peu de tendresse pour lui. D'accord. Surtout que rien ne vous empêche de vous donner ce que vous pensez ne pas avoir eu. N'est-ce pas? Oui, ça y est, j'étais en train d'essayer de comprendre la phrase. Rien ne vous empêche de vous donner ce que vous pensez ne pas avoir eu. D'accord, oui. Il n'est jamais trop tard pour réparer, Bruno. Vous qui êtes tellement performant, exigeant et perfectionniste, il serait temps de réparer ça, parce que là, quand même... ça fait désordre. Ça fait désordre, Oui, effectivement. Donc, méditer sur tout ça, sur tous ces excellents conseils. Je vais terminer par un conseil que je vous donne, mais qu'on peut donner à tout le monde. Plus on prend soin de soi, plus on fait du bien aux autres. Et plus on peut être parfait. Mais il faut d'abord prendre soin de soi. Tant qu'on ne prend pas soin de soi, on ne parvient pas vraiment à être aussi parfait pour les autres. D'accord, ce qui expliquait un petit peu, je m'isole un peu au fur et à mesure de tout ça,
de ce fait-là également. Ben, sans doute. Merci Bruno. Très intéressant, je vous remercie. Prenez soin de vous. Bon, pas facile, hein. C'est pas facile quand tout est... C'est difficile. C'est vrai que... Et c'est vrai que c'est souvent comme ça, mais plus la personne vous répond vite, plus ça veut dire que c'est la tête qui répond et pas le cœur, parce que le cœur, il est en souffrance, il est blessé, il a peur. N'oublions jamais que quels qu'étaient nos parents et quoi qu'ils nous aient fait, ils nous ont quand même donné la vie. Donc si on est là aujourd'hui, c'est qu'on a quelque chose à en faire. Même si nous pensons et nous croyons qu'ils ne nous ont pas donné ou aimé l'amour comme nous pensions qu'ils auraient dû le faire. Je pense qu'au-delà de peut-être quelques cas pathologiques, chacun a fait du mieux qu'il pouvait, aussi loin qu'il pouvait, avec les éléments et les moyens qu'il avait, mais que si nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'ils ont été, ont fait, à nous de démontrer qu'on peut faire autrement. Et c'est pas une raison pour rester en enfer. Oui. Merci beaucoup Michel Odoul. Merci à vous. Et puis n'hésitez pas à liser Michel Odoul. Il a écrit énormément de livres. Je ne veux pas tous les citer, mais vous les retrouvez évidemment. Et si vous avez besoin d'un spécialiste en shiatsu, vous allez sur son site. Tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir. Et demain, on parlera de notre énergie, comment la développer avec Seymour Bruxelles.